Nikola Jokic, bien évidemment, en pleine illustration, le double MVP en titre. Je pense qu'on peut l'hurler, je pense qu'on peut le célébrer. Vraiment, le Serbe qui a bien évidemment porté un effectif assez court finalement la saison dernière, avec les absences de Jamal Murray, de Michael Porter Jr., bien sûr. Jérémy, qu'est-ce que tu as pensé de la saison dernière? Est-ce que tu veux nous en faire un résumé rapide? Qu'est-ce que tu as pu un petit peu noter du côté de ces Nuggets pour cette première preview du soir? Ok. Ah bah écoute, alors la saison des Nuggets l'année passée. Déjà, faut prendre en compte que bah, en tant que fan et même en tant qu'observateur, c'était une année un petit peu particulière parce qu'elle démarrait comme un what if potentiel avec l'absence de Jamal Murray qui bon, était pressenti pour un retour, mais on commence à connaître depuis quelques années, les équipes préfèrent de plus en plus souvent reporter à la saison suivante le retour du joueur. Donc on imaginait qu'il puisse forcer son retour si vraiment l'équipe tournait très très fort pendant la saison. Néanmoins, on avait noté pendant l'intersaison qu'il n'y avait pas eu de renfort de poids dans l'équipe. Et puisque il n'y avait pas de renfort de poids, a priori, on ne voyait pas les Nuggets être plus forts que la saison précédente. Écoutez, que dire à part qu'après 5 ou 6 matchs, Michael Porter Jr., qui était assez méconnaissable depuis le début de la saison, s'est blessé. Opération de judo nécessaire, donc ça veut dire deux des plus grosses options offensives de l'équipe, en tout cas la seconde option offensive de l'équipe et la troisième, hein, je pense qu'on peut dire pour Michael Porter Jr. qui était absente. Donc on savait que pour les Nuggets, ce serait un petit peu une saison pour faire de la progression interne et puis à faire au mieux avec les moyens du bord. Qu'est-ce que ça voulait dire pour l'équipe? Ça voulait dire Monte Morris qui décalait du banc et qui rentrait dans le 5 de départ, et Jeff Green qui décalait du banc et qui rentrait dans le 5 de départ. Donc ça voulait dire des difficultés pour l'équipe, mais aussi un banc extrêmement appauvri, d'autant que pendant la saison, certaines rotations se sont montrées un petit peu moins bonnes que l'année précédente. On peut notamment passer à Jamichael Green, qui était excellent il y a 2 ans et qui a été en difficulté toute la saison passée. Malgré tout, Nikola Jokic qui fait l'exploit de faire probablement encore mieux que la saison précédente, notamment par des progrès défensifs et par une omnipotence offensive encore plus impressionnante. Au final, il valide un deuxième titre de MVP en 2 ans. Il emmène l'équipe en playoff, permettant de récupérer le 6e spot et d'affronter les Warriors qui, pour l'occasion, se retrouvaient au complet pour la première fois de la saison. Et donc, ce fut une élimination en playoff assez logique. Non, Guillaume, ne commence pas. Donc une élimination assez logique, mais néanmoins quelques petites choses à emporter de la saison. Une très belle saison déjà de Monte Morris. Une excellente saison de Aaron Gordon qui s'est transformé un petit peu en seconde option de fortune et qui a retrouvé un petit peu finalement son rôle à Orlando, mais avec beaucoup plus d'efficacité. Et tout en étant vraiment partout en défense, ce qui a un petit peu permis de continuer de valider le rôle dans lequel il était attendu cette année, l'année qui va arriver. Et puis, allez, petite surprise du chef, le rookie Nation Bones Island, qui s'avère être capable de coups de chaud assez formidables et qui permettra, j'imagine, de faire le relais avec Jamal Murray, qui lui aussi peut le faire. Donc ça laisse présager de bonnes choses et ça permettait à Denver d'aborder l'été avec vraiment des promesses, mais aussi des points d'amélioration extrêmement clairs. Et notamment exposés pendant les playoffs où on a vu à quel point la défense extérieure des Nuggets était insuffisante pour pouvoir batailler avec les meilleures équipes de la conférence et de la NBA tout court d'ailleurs. Exactement, j'en profite du coup pour vous envoyer sur la preview de ces Nuggets, signée moi-même du coup sur QI Basket bien évidemment. Dans la rediffusion, elle sera présente sous le lien de la vidéo dans la description bien sûr. On va passer, et je vais vous l'afficher, on va faire un petit tour du roadster une fois n'est pas coutume. Vous connaissez maintenant le fonctionnement de ces previews. Avec, vous allez le voir, quelques petits changements dans l'équipe, mais aussi au sein du front office. On va commencer par là, juste après avoir bien sûr cité tous les joueurs présents dans cette équipe. Alors qu'on salue Bamzerito, bien évidemment dans le chat, content de te revoir. Le hit sera pour tout à l'heure, bien sûr, prépare-toi. J'espère te voir en forme pour ton équipe.
Au poste de meneur donc de cette équipe des Nuggets, Colin Gillespie, Killian Grady, Jamal Murray, Ish Smith. Au poste d'arrière, Christian Braun, Kentavious Caldwell-Pope, Bones Hyland. Au poste d'ailier, Bruce Brown Jr., Michael Porter Jr., Devon Reed, Peyton Watson et Jack White. Au poste d'ailier fort, Vlatko Kanchar, Aaron Gordon, Jeff Green, Zeke Nagy, Justin Tillman. Au poste de pivot, Nikola Jokic et DeAndre Jordan. Pas de Will Barton, nous crie Guillaume dans le chat, que je m'en vais afficher de ce pas. Pas de Will Barton, effectivement. Il y a eu un trade à cette intersaison. C'est une chose qui est assez rare pour être signalée du côté des Rocheuses. Mais avant d'y revenir, on va parler un petit peu du départ de Tim Connelly, remplacé par Calvin Booth. Tim Connelly, visage de la franchise, Jérémy, on peut le dire, qui part en partance de Minnesota. Ouais, est-ce qu'on peut dire à quel point Minnesota décide de récupérer à peu près tout le personnel de Denver, du front office jusqu'aux joueurs de rotation ou... Oui, On malheureusement, n'en parle pas. en plus, c'est quelque chose qui est récurrent dans les critiques un petit peu autour de l'équipe on laisse facilement nos staffs partir, vraiment, on n'est pas du tout, on n'a pas tendance vraiment à essayer de les garder et ça a fait un peu grincer quelques dents. Et là, d'autant plus avec Tim Connelly, qui a eu une offre incroyable de la part des Wolves, puisque il y avait notamment des parts de la franchise qui lui ont été proposées et données surtout de la part des propriétaires des Wolves. C'est pas pour améliorer ta rivalité avec Minnesota, Jérém. Ouais, ça sert beaucoup d'équipes que j'aime pas à l'Ouest, là. Ça commence à faire... Tu te rattrapes en kiffant beaucoup d'équipes de l'Est. On pense aux Bulls, bien C'est évidemment. ça, exactement. Vous avez fêté le trade de Barton pendant tout l'été, nous demande Cyberflow avec une pointe une petite pique quand même au passage. C'est Je suis surtout très par rapport content, hein, je vais pas mentir. Ah voilà, bon bah tu peux l'assumer, Jérém. Je l'assume complètement, beaucoup moins de Montemoris, mais ouais, celui de Will Barton, il était temps, j'ai envie de dire, quoi. Et on va y revenir malgré tout, obligé de reparler de Tim Connelly. Ça a été un des hommes forts de la franchise, bien sûr, président des opérations basket du club, qui donc a été à l'origine de beaucoup de décisions sportives de la franchise. On lui doit les drafts, bien évidemment, de Nikola Jokic, mais aussi de feu Gary Harris, malheureusement, mais on y repense quand même, de Youssouf Nourkic, de Jamal Murray, de Michael Porter Jr. et de tous les cadres là qui composent l'équipe. C'est lui aussi à qui on doit le trade pour Aaron Gordon. On a vu à quel point il avait été décisif. Il y avait aussi la parenthèse Jeremy Grant. Bref, toute la franchise telle qu'on la connaît là et l'équipe plus globalement telle qu'on la connaît là, ça a été Tim Connelly qui est remplacé par Calvin Booth qui occupait déjà pendant cette période le poste de general manager et qui a fait une entrée plutôt convaincante avec notamment à la draft en draftant très précisément des spots où on avait un vrai besoin. On pense à Christian Braun notamment qui est le plus NBA ready de nos prospects et puis ensuite Peyton Watson pour de la défense extérieure encore une fois et puis on pense à Ismaël Kamagaté que j'espère pouvoir aller voir du côté du Paris Basketball cette année avant qu'il ne reparte dans les Rocheuses la saison prochaine. En termes de backup de Jokic, ça va être aussi un poste potentiellement à pourvoir et où il aura peut-être la chance du coup de se montrer le français. Petit rappel, ce serait un peu plus développé dans la preview et je vous invite encore une fois à aller la lire, mais petit rappel quand même de ce changement-là qui est un changement massif quand même à la tête de la franchise et qui pour l'instant, et on espère que ça continue, je touche de bois, se passe quand même plutôt bien avec une continuité avec Calvin Booth. On espère que, encore une fois, ça continuera. Mais donc, le chat était assez impatient d'en parler, donc on y vient forcément. Ce trade, Montemoris, Will Barton sont envoyés à Washington en échange de Kentavious Caldwell-Pope et Ish Smith notamment. Je crois qu'il y a des petites bouts d'autres choses dans le trade, mais le principal, c'est celui-là. Jérémy, qu'est-ce que tu penses de ce trade-là ? Je pense que c'est un trade qui est nécessaire. C'est un peu ce que je disais dans la fin de l'introduction. Il y a des points d'amélioration qui étaient très très clairs pour cette équipe de Denver. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on écrivait dans un article à la fin de la saison. Il était temps de ramener de la défense extérieure parce que on avait un problème sur les postes 1, 2, 3 l'année dernière pour proposer un premier rideau de qualité.
Étant donné que Jamal Murray est de retour cette saison, le fait d'envoyer Monte-Morris c'est toujours dommageable parce que je pense qu'on avait un des 2-3 meilleurs remplaçants sur le poste de meneur de la ligue avec Monte-Morris. Néanmoins, l'arrivée de KCP, elle est nécessaire parce que ça permet d'avoir un joueur 2-3 qui est capable de défendre fort et de jouer le rôle de free and D, ce qui est absolument parfait étant donné les profils qu'il va avoir autour. Au passage, ça permet aussi de se débarrasser du contrat de Will Barton. Will Barton qui était, je crois, un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien joueur de l'équipe encore dans le roster. On peut dire éventuellement que c'est une paire sur le plan humain et qui a permis aussi de construire l'équipe actuelle, mais je pense que ça permet tranquillement une transition vers une équipe qui sera et a priori compétitive et mieux équilibrée l'année prochaine. Vous avez entendu la petite notification Discord, c'est parce qu'on accueille bien sûr Quentin dans le Discord, mais qu'on prendra tout à l'heure pour la preview du hit bien sûr. Quentin, je te laisse du coup te muter et on te reprendra juste après si ça ne te dérange pas. Du coup, par rapport à ce trade, bien sûr, tu l'as bien évidemment évoqué, ce besoin de défense extérieure, on peut notifier également une autre arrivée dans ce domaine. Cette fois, c'était à la Free Agency, autre chose qui n'est quand même pas la chose la plus habituelle du côté des Rocheuses, c'est l'arrivée de Bruce Brown. Bruce Brown, vous le connaissez peut-être, hein, un joueur un peu à tout faire, un arrière ailier fort qui a même joué pivot à Brooklyn les saisons passées, qui est une grande polyvalence et notamment une grande polyvalence défensive, très switchable, et c'est avec vraiment ces deux apports que on pouvait se dire que les Nuggets, en plus de la draft de Christian Braun, mais bon, ça reste un rookie, ciblaient leur défense, leur faiblesse défensive, pardon. Comment t'es globalement vis-à-vis de cette défense extérieure? Est-ce que tu penses que ce sera suffisant potentiellement en termes de renfort? Est-ce que tu t'imaginais d'autres renforts potentiels à cibler sur d'autres postes? Est-ce que tu es satisfait de ces deux arrivées? Personnellement, je trouve que c'est vraiment un immense step en avant et c'est vraiment l'aspect Bruce Brown qui me hype d'autant plus parce que je le trouve encore plus polyvalent et donc très heureux de ces deux ajouts dans l'effectif. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en tant que fan, t'as toujours, je te dis que ça peut toujours être mieux. Donc je te dis, est-ce qu'on n'aurait pas pu encore aller chercher une troisième rotation sur la ligne extérieure, étant donné que les saisons sont longues, tu peux avoir besoin effectivement, en fonction des absences, de chercher d'autres joueurs. Néanmoins, oui, je crois que je suis encore plus chaud, tout comme toi, de l'arrivée de Bruce Brown que de celle de KCP. On obtient effectivement, comme tu dis, un joueur qui est extrêmement switchable, qui offensivement est, je trouve, très intelligent et de plus en plus polyvalent. Et ce qu'il a fait à Brooklyn, ça en faisait, je trouve, des meilleurs role-players de l'équipe la saison dernière. On le récupère, enfin en tout cas Denver le récupère pour pas cher. Donc c'est vraiment de bonnes actions. Il y a d'autres arrivées, hein, notamment Ish Smith, notamment DeAndre Jordan. Probablement celle qui nous a le plus fait grincer des dents dans la mesure où ça a été la première signature de la Free Agency et qu'on se dit qu'il y avait peut-être mieux à faire que de récupérer un joueur qui n'a plus sa place en NBA comme première rotation de Nikola Jokic. Honnêtement, il n'y a rien de dramatique à cela. Le seul problème qu'on peut imaginer pour Denver, c'est que Mike Malone risque d'en faire une rotation dans la mesure où il aime bien les vétérans et qu'il met du temps généralement à remettre en cause ses rotations. Donc voilà, il y a peut-être le poste de meneur, le poste de pivot où on peut se dire que des renforts sont possibles à mettre en place. Mais il y a une trade deadline pour ça, donc pour un début de saison, c'est plutôt pas mal. Et d'autant que, comme on disait en off, on aime bien Ish Smith. Donc ça reste quand même un joueur, je trouve, qui peut apporter des choses malgré les limites et les faiblesses évidentes de son profil, quoi. Alors qu'on salue bien évidemment Erzwam qui rentre dans le 5, j'espère que j'ai bien prononcé ton pseudo. Salut également à RedLuffy05 qui nous suivait tout à l'heure et dont j'ai oublié de saluer le follow. Donc merci à tous les deux. N'hésitez pas dans le chat à nous faire part de vos commentaires, bien évidemment. On a bien sûr du jeu de mots à foison sur Christian Braun notamment. Alors il va falloir faire attention aussi aux prononciations à Christian Braun et Bruce Brown. C'est voilà. Alors,
Voilà, petite parenthèse prononciation. Tu parlais des potentiels besoins à la main Eddie Smith. Ça me permet de rebondir également. Là, on parle de KCP et Bruce Brown parce que ce sont des additions, bien évidemment, qui vont être d'autant plus intéressantes qu'elles peuvent, bien sûr, aller s'intégrer dans le 5 majeur, mais surtout être très utiles, notamment au niveau des playoffs, dans une rotation à 8-9 joueurs. On sait que c'est le plus important pour ce genre d'équipe qui vise maintenant le titre, avec les retours de Jamal Murray et de Michael Porter Jr. Bien sûr, on va y revenir juste en fin de preview. Il y avait autre chose quand même à signaler par rapport à la saison dernière, c'était la faiblesse de la seconde unit, avec forcément ce décalage qui avait créé les blessures, mais du coup une seconde unit qui était d'une pauvreté quand même absolue, avec un problème majeur en termes de jeu, c'est-à-dire qu'il n'y avait peu, voire pas du tout, de drive et d'attaque du panier. Donc du coup, on se retrouvait à faire des passes en fer à cheval tout au long de la ligne à 3 points, avant de prendre justement un 3 points un peu casse-croûte qui ne rentrait que très peu et qui n'était pas du tout une attaque viable de toute façon. Bones Hyland, le rookie, qui nous a un petit peu sauvé la seconde partie de saison en étant du coup titularisé, un peu forcé, Michael Malone un peu forcé du coup de s'ajuster, heureusement enfin, et on a pu voir que ça nous a ajouté un petit peu cette menace sur le drive et que ça a un peu délié la seconde unit, qui manque néanmoins avec la perte de Monte-Morris, d'un playmaker un petit peu sûr. Alors moi je notais dans la preview que bien évidemment Bones va être extrêmement responsabilisé. Malgré tout, ça reste un sophomore, ça reste un joueur assez jeune qui a ses défauts défensivement, aussi en termes de concentration, en termes de ups and downs. Ce sera forcément des montagnes russes et c'est normal. Est-ce que tu penses que, et c'est ce que je notais dans la preview, le playmaking d'un Bruce Brown peut être intéressant, peut nous amener un plan chez limite? On parlait d'Ishmis aussi, c'est clairement un rôle de vétéran comme ça qui pourrait lui convenir. Est-ce que tu imagines notre seconde unit encore en difficulté, ou l'éclosion de Bones Hyland et ces petits ajouts en plus pourraient être suffisantes selon toi pour masquer cette problématique de saison régulière? Je pense que quand même le problème du banc l'année dernière était vraiment exacerbé par les blessures, étant donné qu'on était obligé de décaler des rotations qui normalement étaient destinées au banc vers le 5 de départ. Ça a empiré les lacunes de nos rotations. Si cette année les retours se font convenablement et que la santé, on va dire, est plutôt potable à Denver, je pense pas qu'on aura un banc aussi dramatique que celui de l'année dernière. Euh, D'autant que il y a des arrivées comme celle de Bruce Brown. Il y a la possibilité de voir Zeke Nagy jouer, parce que l'année dernière, lui aussi faisait partie des grands absents de la saison. Une année de plus pour Bon Island, la possibilité de faire appel à Ish Smith pour essayer de pousser notamment en contre-attaque. La possibilité d'avoir des fois Jamal Murray avec le banc, des fois Nikola Jokic avec le banc, fait que j'ai l'impression on aura moins ces temps morts au relais du starting five qu'on a eu l'an dernier. Et honnêtement, si on veut passer une saison, on va dire, un peu moins fatigante pour les organismes, ça va être nécessaire, ouais. À voir aussi si Mike Malone écoute, arrive à animer ce banc en essayant de mettre en place ce qu'il faut, notamment en termes de système. Un peu moins convaincu. Un peu moins convaincu, c'est clairement pas moi qui ferai l'avocat du diable sur ce coup-là, parce que je suis trop énervé vis-à-vis de ça pour pouvoir ne serait-ce que faire l'avocat du diable. Peut-être Cyberflow dans le chat pourra lui défendre cet aspect-là pour Michael Malone, avec bien évidemment quelques pics dans le chat vis-à-vis de DeAndre Jordan. Cyberflow justement qui nous dit que Jordan est venu comme Brown par l'entremise de Jeff Green. Il faut considérer ça comme un package, je pense, et c'est vrai qu'il est quand même loué pour ses qualités humaines, a priori dans le vestiaire, quelqu'un de très apprécié très rapidement par tout le monde. Et effectivement, à la limite, moi je n'aurais pas de problème. C'est Tom, on avait ce débat-là avec Tom, que je salue bien évidemment comme d'habitude, sur Twitter en disant oui, mais peut-être qu'il n'est pas destiné à avoir des minutes dans la rotation. Ce sur quoi je lui répondais, ce serait dans l'absolu, j'aurais pas de problème du coup avec ça. Mon problème étant que Michael Malone risque clairement de le mettre dans la rotation d'Andre Jordan. Ce dont j'ai un petit peu peur, surtout dans l'aspect, tu évoquais Zeke Nagy, que ça pourrait encore une fois relayer Zeke Nagy dans un autre rôle, enfin voilà, encore une fois lui mettre des bâtons dans les roues, alors que son profil semble très intéressant, on annonce qu'il a fait énormément de progrès, etc. Si ce n'est pas pour le faire jouer, à quoi ça sert? Je suis peut-être un petit peu
vénère là-dessus. Ça se trouve, ce sera juste de la communication de pré-saison de la part de Malone et finalement Zeke Nnaji s'intégrera très rapidement dans la rotation. C'est tout ce que j'espère. En tout cas, Bones Hyland, Jérémy, qu'est-ce que tu en penses de ce petit joueur? Est-ce que tu crois en son éclosion cette saison de manière pérenne? Comment tu vois le joueur? Quelles améliorations il peut apporter à son jeu? Qu'est-ce que tu attends globalement pour ce très jeune sophomore qui est des plus enthousiasmants, on peut le dire malgré tout? Je ne sais pas ce que c'est finalement l'éclosion de Bones Island. J'imagine que c'est un développement de son playmaking, que c'est peut-être plus de régularité dans les performances offensives et dans les coups de chaud. Moi, je pense que c'est quand même. Enfin, on a pris un joueur avec un profil très particulier, qui a un côté un peu, effectivement, je prends peu et je peux changer la nature d'un match, qui ressemble un petit peu à celui de Jamal Murray d'une certaine manière. Donc j'imagine, j'attends des progrès sur à peu près tous les niveaux. Maintenant, je ne pense pas que ce soit un joueur dont il faut attendre qu'il soit arrivé à maturité l'année prochaine ou dans 2 ans, mais c'est vraiment un plan à moyen long terme pour la franchise. Néanmoins, il a le potentiel à avoir une véritable contribution et à changer le cours de rencontre. Et c'est déjà pas mal, en fait, je pense à ce stade, quoi. La même chose sur gros volume, ce serait bien déjà. Je suis tout à fait d'accord avec vous deux, je vous rejoins. C'est pour ça aussi que je notais dans la preview qu'il y avait toujours cette idée du banc, cette problématique du banc, ou qui pourrait être réglée avec Ishmis et Bruce Brown potentiellement, où je pense que c'est un petit peu prématuré de vouloir le responsabiliser au point que ça va être le seul responsable de la réussite ou non de cette seconde unité en SR. Je trouve que c'est un petit peu aller trop vite en besogne. L'autre actualité, bien sûr, de ces Denver Nuggets, on est tellement habitué avec Jérémy que peut-être on l'a mal annoncé dans cette preview, je me rends compte avec le recul, c'est bien évidemment les retours des deux joueurs majeurs, les deuxième et troisième options de l'équipe, au moins offensivement parlant, dans les personnes bien évidemment de Jamal Murray et Michael Porter Jr. On a vu leur retour en pré-saison, on a vu que Jamal Murray revenait de manière un petit peu tranquille, et je préfère largement ça en tant que fan, je vous le dis. Il avait une reprise de sensation, le corps qui flanche un petit peu, parce que je pense que le haut niveau, effectivement, est très demandeur, et avec une pause aussi longue, il faut que l'organisme se remette en route. On risque de voir du coup des hauts et des bas dans le retour de Jamal Murray, en espérant qu'il soit bien évidemment de retour au mieux au niveau des playoffs. Jérémy, est-ce que, au niveau de Jamal, est-ce que tu peux l'imaginer dès cette saison, en tout cas, arriver vers le printemps et pour les playoffs? Est-ce que tu peux l'imaginer revenir à son meilleur niveau? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable au moins pour les fans? Essaye de rassurer un petit peu les fans de Denver. Je pense que la bonne nouvelle, c'est justement qu'il y a eu 540 jours entre sa blessure et son retour sur les terrains. Donc, a priori, on sait que c'est le genre de blessures qui sont annoncées comme prenant 1 an et demi à peu près à résorber. Et donc là, la chance que Denver a, c'est que Jamal Murray revient pour le training camp, qu'il a toute la saison pour se préparer et monter en régime, qu'on espère ensuite que le staff saura le ménager pendant la saison, peut-être lui faire sauter quelques matchs, peut-être éviter des trop gros minutages assez tôt dans la saison. Mais l'avantage, c'est que Jamal Murray, il a un jeu qui, a priori, ne sera pas lourdement impacté, en tout cas dans ses qualités, par sa blessure. On n'est pas sur un joueur qui dépend énormément de sa capacité à se lâcher, à attaquer l'arceau. C'est un joueur qui peut créer son shoot d'à peu près partout, et qui a eu le temps, j'imagine, pendant 1 an et demi, 2 ans aussi de progresser sa vision de jeu, progresser sur son shoot. En tout cas, c'est ce que lui a annoncé en amont de la saison, même si on sait que voilà, la communication du média D et tout ça. Mais plutôt optimiste sur le cas de Jamal Murray, même si ma nature pessimiste fait quand même que j'ai toujours peur d'une blessure de compensation ou autre chose. Mais je pense que c'est pas sur lui qui a le plus d'inquiétude à avoir. Et Concrètement. tu m'envoies bien sûr la perche parfaite, puisque l'autre joueur à revenir de blessure, c'est Michael Porter Jr. On l'a vu la saison passée pendant 9 petits matchs dans lesquels il était clairement très loin de son niveau, et a raison, puisqu'à mon avis, il était déjà blessé, et puis finalement, son dos a rompu à un moment sur une tentative de dunk
raté d'ailleurs. Il y a eu assez de débiles pour s'en moquer sur les réseaux sociaux, alors que bien évidemment c'était une blessure qui lui faisait manquer un dunk, pareil, c'était un dunk ouvert en contre-attaque. Une blessure, donc des blessures récurrentes au dos. Et puis globalement, peut-être un profil qui nous inquiète beaucoup plus dans le jeu. On a tendance à dire, tu sais, avec Jérémy, on en parle assez tous les deux, que il joue de manière extrêmement raide, hein, il y a très peu de souplesse dans son jeu. Et c'est quelqu'un qui a tendance quand même à éviter le contact, qui est quand même très à l'extérieur, porté sur le shoot et autres, et qui va pas trop se frotter physiquement aux adversaires, et dont on sent finalement un peu la fragilité. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour ce retour? J'ai l'impression que, d'un point de vue de fan, hein, même en lisant les choses à droite à gauche, même des insiders, je pense à l'équipe de DNVR notamment, qui fait un super taf pour couvrir l'équipe, mais je trouve que même dans leurs discours à eux, qui sont pourtant souvent très enthousiastes, il y a vraiment pas un abandon, ce serait trop fort bien sûr, mais un peu se rendre à l'évidence que Michael Porter Jr., si déjà il fait une saison dans laquelle il prend que des shoots et il joue qu'en transition et que ça tient comme ça, ce sera déjà pas mal. Est-ce qu'on a abandonné le potentiel qu'il y avait autour de ce joueur en le signant avec un contrat max et en pensant qu'il pourrait peut-être un petit peu à terme créer avec le ballon et dribbler ne serait-ce qu'un peu? Jérémy, qu'est-ce que tu penses à ce niveau-là par rapport à Michael Porter Jr.? De toute façon, on en a déjà beaucoup discuté, hein. C'est vrai que le fait que Michael Porter Jr. ait eu un contrat max, c'est quand même problématique. Mais ça, ce serait se projeter au-delà de la saison. Cette saison, qu'est-ce qu'on peut espérer? Déjà qu'il se reblesse pas, ce serait déjà bien, et qu'il puisse être présent en post-saison. Maintenant, autant dans la variété de ce qu'il va proposer offensivement, c'est-à-dire, comme tu le dis, du ball handling, la capacité à agresser l'arceau en tant que créateur, je ne crois pas que c'est une partie de son jeu qui va se développer, en tout cas fortement au fil des années. D'ailleurs, je ne pense pas que ça fasse partie du plan de Mike Malone ou de la franchise à ce stade. Et puis, d'un point de vue défensif, je suis très 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 pessimiste dans sa capacité à devenir ne serait-ce que neutre en défense ou légèrement négatif, quoi. C'est-à-dire que là, de ce qu'on voit, rien que sur la pré-saison, c'est une des rares équipes que j'ai regardées, il y a des séquences où on se dit mais comment il fait pour se faire passer par un joueur plus petit au cercle, alors que l'adversaire n'a pas encore bougé, qu'il est déjà au mauvais endroit en fait. Donc voilà, comme tu dis, s'il arrive ne serait-ce que à se maintenir dans son registre, à être là et à être très adroit à 3 points, ce sera bien. Maintenant, si on parle playoff, comment va faire la franchise avec un Michael Porter Jr. dans le 5 de départ? C'est pas évident, quoi. Effectivement, et c'est ce que je disais dans la preview, c'est peut-être là que avoir et un KCP et un Bruce Brown sera intéressant pour les playoffs pour maintenir un plancher défensif, auquel cas, si jamais plutôt Michael Porter Jr. Était injouable en playoffs parce que trop ciblé du côté défensif. Et encore MPJ, c'est le chanceux de la famille niveau blessure. John T. Porter, c'est un drame. Un Baby Jokic toujours blessé. Je me suis toujours demandé si la préparation physique familiale n'était pas nulle à chier et que ça venait de là, parce qu'effectivement, il y a ça. Il y a une sœur aussi, il me semble, qui joue au plus haut niveau et pour lequel il me semble qu'il y avait eu des blessures également. Si je ne m'abuse, ce sera à vérifier malgré tout. Perigno JR qui nous dit peur que son contrat lui court après ces prochaines années, mais j'adorerais vraiment ce prospect. Alors après, on est peut-être du côté le plus prudent, voire pessimiste du spectre. Grand bien vous fasse si vous pensez qu'au contraire, il y a le potentiel là-dessus. Et puis, clairement, ce sera ni Jérémy ni moi-même qui, finalement, regretteront d'avoir tort si du moins on avait tort. Clairement, j'espère bien voir Michael Porter Jr. se développer du mieux qu'il pourra, en tout cas. Mais voilà un petit peu l'optique de la saison vis-à-vis de sa saison à lui, en tout cas individuellement. C'est vrai qu'on est quand même très prudent vis-à-vis d'un joueur qu'on pense très fragile malgré tout. Et malgré tout, dans le jeu de Denver, on peut imaginer, avec le retour du two-man game, avec Jamal Murray, bien sûr Nikola Jokic, le duo incroyable déjà offensivement, mais les ajouts de Gordon et KCP, que l'ensemble, malgré tout, sera d'un niveau offensif très élevé.
pour la saison régulière. C'est pour ça que on s'embarrasse pas trop de savoir s'ils seront qualifiés ou non. Vous imaginez bien qu'avec un Jokic niveau MVP et en portant une équipe quand même bien diminuée, le fait qu'il se soit qualifié voilà, dans les premières places de la conférence Ouest, c'est dire qu'on devrait être un peu plus tranquille cette saison à ce niveau-là et que on parle un petit peu plus de l'aspect playoff du game. Est-ce que dans le chat, vous avez des choses à ajouter, d'autres points qu'on n'aurait peut-être pas développés sur ces Nuggets avant de passer la main, bien sûr, de Jérémy à Quentin pour parler du Heat. Et Jérémy, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter vis-à-vis de cette équipe des Rocheuses? Bah écoute, déjà, je te poserai bien une question, c'est quoi pour toi, quelles métriques tu vas le plus suivre sur les Nuggets cette saison? Qu'est-ce qu'ils doivent vraiment améliorer selon toi, pour se préparer en playoff et voilà, espérer aller loin cette année? C'est une très bonne question. Alors, j'aurais pas assez Pas prévenu, hein? j'aurais pas assez préparé pour sortir des métriques précis. Je vais clairement regarder l'intégration défensive de Michael Porter Jr. pour voir si ce sera jouable en playoff ou pas, ou si très clairement il va pas y avoir, on va pas devoir abandonner l'idée de le titulariser. Pour moi, ça va être la plus grosse question et le plus gros gap de performance qui sera en fait. C'est-à-dire que si on arrive ne serait-ce qu'à le cacher, Michael Porter Jr. correctement avec des systèmes corrects, ou même que lui s'adapte et réussit à être à peu près neutre, ce sera, je me dirais, bon, on peut peut-être le tenter en playoff au moins sur les premiers tours et nous décharger un petit peu offensivement. Et sinon, l'autre chose que j'ai envie de voir, alors là c'est plus un souhait parce que je pense que je vais particulièrement aimer ce joueur, ça va être le playmaking de Bruce Brown, qui je pense est un petit peu sous-estimé. Alors un playmaking secondaire, hein, ce ne sera pas forcément un meneur de jeu qui va lancer le pick and roll et faire les lectures compliquées, etc. Mais qui, je pense notamment, j'aimerais beaucoup voir dans la seconde unit, Bruce Brown, Bones Island, tous les deux, et j'aimerais voir des pick and roll entre eux avec Bruce Brown en tant que screener. On l'a vu beaucoup à Brooklyn. Faire ce genre de choses, même pour les Kevin Durant ou autres, et justement pouvoir choisir de très bonnes décisions sur le short roll. J'aimerais que ce soit une de nos armes, et j'aimerais qu'on puisse voir ça au moins en seconde unit, s'il n'est pas titularisé aux côtés de Jokic, parce que justement, je pense qu'en playoff, il risque d'être titularisé sur l'aile avec Aaron Gordon en 4 à la place de Michael Porter Jr. Et j'aimerais qu'on puisse préparer ça pour les playoffs, parce que je pense que un pick and roll Jokic, un two-man game en fait avec Bruce Brown, je pense qu'on peut en avoir quelques petites bribes. Et au relais de Jamal Murray, je pense que ça peut être intéressant. Encore une fois, c'est de l'alternance de jeu, hein, ce ne sera pas le truc principal. Mais voilà, c'est les deux choses que je vais regarder plus particulièrement en espérant que le retour de Jamal se fasse correctement. Du coup, je te retourne la question. Est-ce que tu as quelque chose, toi, de ciblé du côté de ces Nuggets dans le jeu ? Ouais, alors allez, moi deux choses. Une première, ce serait, j'aimerais bien voir une rotation justement avec Jamal Murray et avec KCP et Bruce Brown, Aaron Gordon sur on va dire front courte arrière. Moi, j'ai beaucoup râlé parce que défensivement, on n'est pas au niveau et j'ai l'impression qu'avec la capacité de Jokic à se placer, les progrès qu'on a éventuellement pu voir de Jamal Murray avant sa blessure il y a 1 an et demi, 2 ans, et le niveau des 3 autres joueurs défensivement, je pense que là, pour le coup, Denver pourrait avoir sur les fins de match une défense de très haut niveau. Et ce serait pas pour me déplaire parce que je pense que dans ce cas-là, Denver change un petit peu de, comment dire, de faculté à aller loin en post-saison. Donc voilà, ça serait le truc. Et le deuxième serait plus pour répondre à ce que disait Guillaume dans le chat tout à l'heure quand on parlait de Jamal Murray et où il disait en gros que le problème du retour de Jamal Murray, c'était que s'il revenait à son niveau, ce serait en gros insuffisant pour que Denver aille au bout. Je me dis qu'en fait, si la défense, on va dire, déjà bouche le gap avec l'année dernière, je trouve que Denver change de statut. Et au final, je me dis qu'avoir une option aussi forte que Nikola Jokic, ça permet d'avoir une deuxième option beaucoup moins forte. Et honnêtement, j'en appelle aux Bucks. Je pense que certains diront que Chris Middleton, c'est plus fort que Jamal Murray, mais je pense pas qu'il y ait une différence monstrueuse sur les deux, notamment en termes de régularité.
et d'autant que, Jrue Holiday était quand même assez catastrophique en 2021 et ça l'a pas empêché, d'aller au bout donc je pense qu'effectivement c'est par la défense que la saison de Denver va être, à évaluer. Je suis d'accord avec ça en ajoutant que, et on espère que ce sera le cas cette saison bien sûr, que Jamal sera assez revenu pour montrer ça, mais Jamal Murray en termes de playoff, il a quand même rarement déçu. Alors la première saison vis-à-vis de sa défense, mais offensivement en tout cas, il a toujours montré qu'il élevait son niveau et je pense qu'on peut lui faire confiance pour la suite. En tout cas, j'espère. Et on Ouais. s'arrêtera là-dessus. Dis-moi, Jérémy, si tu veux, je Non te mais, laisse le mot de alors la fin. après non mais là effectivement où je comprends la nuance, c'est que je trouve qu'on a tendance à embellir par exemple certaines campagnes de playoffs par rapport à une série, notamment la dernière qu'il a faite où il est extrêmement fort face au Jazz Oui. et il est, bon, face aux Clippers et aux Lakers, mais c'est voilà, on n'est pas sur une deuxième option de très, très haut niveau, je trouve, sur l'ensemble de la post-saison, mais les stats sont tellement impressionnantes face au Jazz qu'on se dit: «Ah ouais, la campagne est folle». Ah, Donc à voir. je nuancerai un peu ton point en disant que faut pas sous-estimer l'apport création balle en main, tu vois, par rapport à un Chris Middleton par exemple, où ça libère aussi énormément, et notamment aussi le jeu, bien évidemment, le two-man game avec Jokic. Mais enfin bref, on pourrait débattre des heures avec Jérémy sur ces Nuggets, forcément, mais on est obligé de s'arrêter là, bien sûr. Preview du hit à venir oblige. Arrêtez de salir le nom de Chris Middleton, s'il vous plaît. Tu l'as bien cherché. À un moment, il fallait que tu le trouves, Guillaume, quand même. Voilà, on s'arrête là-dessus pour ces Denver Nuggets. N'hésitez pas, bien évidemment, dans la rediffusion YouTube, à aller lire la preview QI Basket sur notre site et avec le lien dans la description, mais bien évidemment aussi nous donner votre avis sur la franchise des Rocheuses, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec nous, si vous nous avez trouvé trop pessimiste, trop optimiste, si on a loupé des choses, et si vous voulez corriger certains points qu'on aurait ratés, n'hésitez absolument pas. Et si vous voulez nous rejoindre, bien évidemment, sur Twitch, c'est tous les soirs de la semaine pour les quelques previews qui nous restent. Ce sera bien évidemment, encore une fois, dans la description. On s'arrête là-dessus. Merci Jérémy, en tout cas, d'être passé pour nous parler de Denver. Également. Bonne continuation pour le Heat et puis fin de semaine pour la dernière participation potentiellement au preview.